Donc bonjour à tous, je suis Sylvain Massip, CEO et fondateur d'Obsidia, et je vais vous parler donc d'Obsidia et de ce qu'on fait pour l'analyse automatique de documents scientifiques. Je vais aller un petit peu plus loin que ça et je vais parler de manière générale de comment les IA génératives, et en particulier ChatGPT, peuvent aider ou pas dans le processus d'innovation. Alors d'abord quelques mots à propos d'Obsidia. Obsidia, c'est une startup qui existe depuis 4 ans, on est une dizaine de personnes, et notre mission c'est d'apporter à tous les gens qui innovent l'information scientifique et technique dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et notre spécificité, notre credo, c'est vraiment de se dire que on a besoin pour innover d'outils, notamment d'outils d'IA, qui vont aller chercher l'information là où elle est et qui vont aider à trouver la bonne information, mais que cette information, il faut la mettre à disposition des utilisateurs et il faut vraiment construire des process où les utilisateurs vont travailler en collaboration avec les IA. C'est comme ça qu'on génère de la valeur. Donc voilà en quelques mots pour Obsidia, j'en reparlerai en fin de présentation. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus généralement de la manière dont, à mon avis, l'IA générative est susceptible de transformer la mission innovation. Donc on parle beaucoup de l'impact de l'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT sur tout un tas de métiers. On parle de l'influence de l'IA sur l'éducation, la santé, le support client, le marketing et le commercial. Il y a vraiment plein de cas d'usage et tout le monde s'interroge comment mon métier va évoluer avec l'apport de l'IA générative. Qu'en est-il de la fonction innovation? Alors, déjà, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce qu'il y a derrière ce type d'application. Derrière ChatGPT, qui est donc un chatbot, il y a un modèle de langage qui est un algorithme conçu pour comprendre et générer du texte de manière intelligente. Il faut vraiment bien garder ça en tête quand on réfléchit à l'utilisation d'IA générative dans la fonction innovation. On parle d'un algorithme qui est conçu pour comprendre et générer du texte. De manière un peu plus spécifique, un peu plus précise, ces algorithmes, donc ces grands modèles de langage, en anglais c'est Large Language Model, donc je parlerai à partir de maintenant de LLM, un grand modèle de langage, avant tout c'est un gigantesque réseau de neurones qui a été entraîné sur à peu près tout le web. Les dernières versions, GPT-4, Claude 3, etc., ils ont été entraînés sur tout le web, donc ils ont été entraînés aussi bien sur des documents de qualité que sur des forums, Reddit, etc., où il peut y avoir à peu près tout et n'importe quoi. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que un grand modèle de langage, c'est avant tout un autocompléteur, c'est-à-dire un algorithme qui, quand on lui donne un morceau de texte, prévoit le mot suivant. Donc, il va évaluer la probabilité de chacun des mots suivants potentiels, et ensuite, en fonction de comment il est réglé, soit il va donner à chaque fois le mot le plus probable, soit il va choisir parmi les quelques mots les plus probables un mot, mais pas forcément le premier, ça peut être le deuxième, le troisième, etc. Mais en tout cas, il va vraiment fonctionner comme ça, en générant un texte mot par mot, avec la probabilité d'avoir le mot suivant à chaque fois. Et on voit bien que cette structure-là, elle va être extrêmement efficace pour avoir une syntaxe, une grammaire parfaite, mais en revanche, elle a d'autres limitations. Et en particulier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un moteur de recherche. Quand on pose une question à un grand modèle de langage comme ça directement, la réponse qu'il va faire, c'est une réponse, c'est des mots qui vont lui paraître statistiquement probables. Mais si c'est quelque chose qui est statistiquement probable parce qu'il l'a lu dans un bouquin de science-fiction, bah pour lui c'est du langage, ça va être statistiquement probable, et donc il n'y a aucune vérification, et donc ça nous amène aux limites des grands modèles de langage qui sont évidemment bien connus, le fait que l'information n'est pas sourcée, le fait que parfois l'information est fausse, c'est ce qu'on appelle les fameuses hallucinations des grands modèles de langage, hein, vous savez, quand on pose une question
à ChatGPT, il va potentiellement répondre quelque chose de manière très assertive, quelque chose de complètement faux. Et puis, bon, dernière question qui est importante, c'est le fait que on va donner son texte à une entité tierce et que la sécurité de l'information n'est pas forcément assurée. Donc voilà, ça c'est les limites classiques des grands modèles de langage en général et de ChatGPT en particulier. Et donc comment tout cela va influencer le fait d'utiliser un outil comme celui-là dans des fonctions innovation. Alors, il y a dans les livres théoriques de management, il y a plein de manières de modéliser la manière dont on innove et le déroulé du travail de gens qui font de l'innovation. Moi, j'ai choisi ce modèle-là qui est relativement simple, où je vais découper finalement le fait de faire de l'innovation en 3 phases. Une phase de créativité où on va générer de nouvelles idées, mais on va pas les générer à partir de rien du tout. Hein. On va les générer à partir d'informations qui peuvent être internes à la structure ou externes à la structure. Et puis évidemment, les gens qui innovent, les gens qui font de la créativité vont rajouter leur touche personnelle, mais c'est toujours à partir de quelque chose. Ensuite, il va y avoir en général une deuxième étape où on va évaluer les idées qui ont été générées dans la première phase. On va les évaluer en termes de faisabilité technique et on va les évaluer en termes de besoins marché. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, on va passer à la réalisation. Et donc là, il y a une mécanique de gestion de projet qui va se mettre en marche. Alors évidemment, c'est un peu théorique de découper de cette manière-là la fonction innovation. Parfois, il y a des allers-retours, des cycles, etc. Mais il n'empêche que dans tout processus d'innovation, on va avoir globalement ces 3 étapes de créativité, de faisabilité, évaluation et de réalisation qui vont se mettre en marche les unes après les autres. Du coup, si on les regarde une par une, qu'est-ce qu'on peut dire de l'utilisation de l'IA pour ces fonctions-là? Alors d'abord pour la partie créativité. Donc la partie créativité, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, s'appuyer sur des connaissances internes ou externes, donc identifier l'existant, analyser de manière relativement exploratoire cet existant, et ensuite, à partir de cela, générer de nouvelles idées. Les techniques de créativité dirigée qui sont utilisées dans l'innovation, hein, typiquement Trees, la méthode CK, etc., reposent complètement sur ce type d'approche où on va partir de connaissances pour créer de nouvelles idées. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les limitations des grands modèles de langage. Là, on voit que quand il s'agit d'identifier l'existant, d'extraire véritablement de la connaissance et même d'explorer un jeu de connaissances que l'on aura déjà identifié, les limitations de grands modèles de langage montés tout simplement en mode chatbot comme ChatGPT vont être extrêmement problématiques. Si on demande à ChatGPT comment faire quelque chose et qu'il répond, ChatGPT répond toujours oui, hein, il a toujours des idées pour faire quelque chose, même si ça n'existe pas, et donc on a une information qui a une assez forte probabilité d'être fausse, et qui en plus on peut pas du tout vérifier, qu'on peut pas sourcer, etc. Et très clairement, plus on pose au modèle de langage des questions pointues sur lesquelles ils n'ont pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de données d'entraînement, plus la probabilité d'avoir des hallucinations augmente. Et donc, c'est effectivement une problématique qui est assez importante. En revanche, cette créativité des grands modèles de langage pour proposer des choses nouvelles, potentiellement un peu délirantes, peut éventuellement être utilisée pour générer de nouvelles idées. Mais il faut bien savoir dans quel cadre on se positionne et comment on se positionne. Donc, pour cette partie créativité, ma recommandation, ça va être vraiment de ne pas utiliser d'outils comme ChatGPT pour tout ce qui va être exploration des connaissances existantes. Et vous me voyez venir, je vais vous proposer d'utiliser plutôt Obsidian. Alors, comment ça fonctionne, le fait d'aller
identifier de l'information grâce à Obsidia. Obsidia, on a développé une plateforme avec un moteur de recherche qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, on va utiliser des grands modèles de langage, mais simplement, on ne va pas les utiliser de la même manière qu'un simple chatbot auquel on va poser une question. On va utiliser les grands modèles de langage dans un moteur de recherche pour identifier les documents les plus intéressants et pour naviguer de manière dynamique et fluide dans la littérature scientifique. Donc, pour le coup, un modèle de langage, si on lui demande de lire un document qu'on lui indique, là, il est très fort, là, il est très performant. Et c'est comme ça qu'on utilise ces outils-là chez Obsidia. Donc, on va avoir des outils ici qui vont nous permettre d'identifier les bons documents et de naviguer dans la littérature scientifique. On va avoir ensuite des outils qui vont nous permettre d'analyser de manière exploratoire et dynamique ces publications et qui vont nous permettre de tirer des idées générales sur qui sont les gens qui innovent, quelles sont les tendances émergentes, quelles sont les tendances tout à fait existantes dans un marché, quelles sont les tendances qui sont aussi en train de diminuer. Toute cette approche un peu macro qui nécessite qu'on se base vraiment sur des données existantes et pas juste qu'on demande à un chatbot de répondre à notre question. Donc, pour conclure sur cette première phase de créativité, pour identifier l'existant, pour l'explorer, utilisez Obsidia. Pour générer de nouvelles idées, vous pouvez utiliser la créativité de ChatGPT. Ensuite, pour la deuxième partie, la partie faisabilité. Il y a toute une partie de faisabilité technique. Alors là, vous l'imaginez, on va être encore plus fortement, ça va être encore plus fortement problématique d'utiliser des outils comme ChatGPT parce qu'on va vraiment avoir besoin d'être sûr que la réponse que l'on obtient est juste, et ça suffira pas de savoir que la réponse est juste. On va vouloir le mettre en application. Donc pour tout ça, on aura besoin de plein de détails que on trouvera dans les documents originaux et pas simplement dans une réponse de chatbot pour pouvoir vraiment répliquer des approches qui nous semblent intéressantes. Ensuite, on va regarder des besoins marchés. Alors, les besoins marchés, c'est très large. On sait, ça a été pas mal documenté, que ChatGPT ne peut pas, si on lui demande de nous faire une étude de marché, les résultats sont aussi catastrophiques que quand on lui pose des questions scientifiques. Mais par contre, il peut assister en aidant à trouver les questions, en proposant une démarche. Ça, il est assez fort à ça. Et enfin, il y a une partie analyse économique. Donc, est-ce que on va pouvoir produire suffisamment peu cher et vendre suffisamment cher? Et là encore, c'est probablement pas ChatGPT qui va servir. Donc, je reviens sur le premier élément, le fait de vérifier la faisabilité technique de quelque chose. Pour ça, on va avoir besoin d'avoir une synthèse finalement de ce qui a été écrit sur un sujet particulier dans la littérature scientifique. Et ça encore, c'est une des fonctionnalités de notre plateforme Obsidia. On va utiliser les outils que je vous ai montrés précédemment qui vont permettre d'identifier la bonne littérature scientifique. Et ensuite, on va demander à nos algorithmes d'IA de la synthétiser. Et là, une fois qu'on se place dans ce cadre-là, qu'on demande à une IA de synthétiser une littérature qui existe déjà, là, les IA savent faire. Donc, pour l'étude de faisabilité, pour la faisabilité technique, utilisez Obsidia. Pour les besoins marchés, ChatGPT ne sera pas suffisant, mais vous pouvez avoir un peu d'aide de ChatGPT. Dernier élément, pour la réalisation pratique. Donc là, on part dans une démarche de projet où on va avoir besoin de gérer tout au long du cycle de l'innovation le savoir qui a été généré à l'intérieur de l'entreprise et également de continuer à faire la veille sur le savoir qui continue à être généré à l'extérieur de la société. Et donc, on a des besoins de knowledge management qui sont importants dans ce type de cas. Et là encore, Obsidia peut vous aider
beaucoup plus que ChatGPT. Et puis ensuite, on va avoir évidemment la réalisation du projet. Et là, ça dépend quel type d'innovation vous faites, mais probablement qu'il va falloir que vous réalisiez vous-même. Le travail des IA va s'arrêter là. Donc, comme je vous le disais, sur la plateforme Obsidia, on a aussi des outils qui permettent de manager de manière globale les connaissances techniques et scientifiques, que ce soit des connaissances internes ou externes à l'entreprise. On va pouvoir centraliser à un même endroit la recherche bibliographique et les recherches internes à l'entreprise, les analyser, les synthétiser et puis partager, collaborer sur une même information scientifique. Voilà, donc en conclusion, pour la partie réalisation pratique, pour la gestion du savoir, demandez à Obsidia. Pour le reste, voilà, le travail des IA va s'arrêter là. Donc, en conclusion, on voit que dans chacune des étapes du processus d'innovation, on va avoir des besoins qui sont différents et donc des outils qui sont différents. Là, j'ai comparé Obsidia et ChatGPT, mais bien entendu, il y aurait plein d'autres choses à évoquer. Hein. Sur la gestion de projet, j'ai été un peu vite. Il y a des outils à base d'IA qui simplifient la gestion de projet, mais je laisse les gens qui développent ce genre de logiciel vous les présenter. Et donc, voilà, le message à retenir, c'est que en fonction du process que vous voulez faire, que vous voulez automatiser, vous avez besoin d'IA différentes et que nous, chez Obsidia, pour tout ce qui est l'identification, l'analyse de documents scientifiques et la gestion des connaissances scientifiques, on a des choses à vous apporter. Et donc, voilà, on a développé un hub scientifique qui se base sur ces technologies d'IA et qui vous apporte l'information dont vous avez besoin. Pour finir, quelques mots sur la manière dont on fonctionne. Donc, on a une plateforme, on a ce hub scientifique dont je vous ai montré quelques captures d'écran, qui est le centre de notre offre. Et autour de ce hub scientifique, on va vous proposer 3 manières de collaborer avec nous. D'abord, de la prestation. Si vous avez un besoin d'informations scientifiques spécifiques, ponctuelles, on vous propose d'utiliser nos outils pour vous et de vous apporter directement les résultats. De manière tout à fait classique, on va proposer aussi de l'abonnement. Dans ce cas-là, c'est de la licence. Vous avez un accès à notre plateforme via le navigateur en SaaS et vous l'utilisez autant que vous en avez besoin. Et pour finir, on va vous proposer aussi de personnaliser la plateforme. Si vous avez des besoins qui sont spécifiques, on a déjà tout un certain nombre de briques technologiques. On peut en ajouter d'autres et donc ça vous permet d'avoir une solution qui va correspondre parfaitement à vos besoins et qu'on va développer et installer spécialement chez vous. Et donc, c'est une autre manière de collaborer avec nous et de s'appuyer sur tout le travail que nous, on a déjà réalisé à propos de l'analyse automatique des documents scientifiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. Okay. Est-ce que vraiment j'ai parlé aussi longtemps que ça? Oui, j'ai parlé juste mes 20 minutes, mais je suis parti un peu en retard pour des raisons indépendantes de ma volonté. Bon, en tout cas, je reste autour, donc si vous voulez poursuivre l'échange, n'hésitez pas, je reste autour. Merci beaucoup.